Bonjour, je me présente, je suis Madame Després, je suis assistante sociale sur l'hôpital Robert Debré au sein du service de chirurgie viscérale et je suis amenée à accompagner et à informer les familles qui sont vues par les familles, les patients et les enfants, donc vus par le centre, au sein du centre Marbu. Donc, je vais vous parler de la prise en charge financière des soins dans le cadre d'une affection de longue durée. Donc, voilà. À ce titre-là, dès qu'on a un diagnostic qui est posé, donc à l'annonce d'une pathologie, le patient ou sa famille, surtout la famille, on va dire, prend contact avec le centre de référence ou le médecin traitant afin d'élaborer le protocole de soins qui sera ensuite transmis au contrôle médical pour sa validation. La famille aura ensuite la prise en charge intégrale par l'ALD, donc des soins et des traitements qui en sont liés. Cela concerne donc les consultations, les examens, les médicaments, tout ce qui concerne aussi les paramédicaux et les hospitalisations. Par contre, pour rappel, donc le 100% ne concerne pas les dépassements d'honoraires, ni donc la participation forfaitaire d'1 € et ne prend pas non plus en compte donc, le forfait hospitalier, donc, qui est de 20 € par jour lors des hospitalisations de plus d'une journée, et tout ce qui n'est pas en lien avec l'ALD. Donc, voilà, on va voir ensuite donc, les aides et prestations qui relèvent de la compétence de la MDPH. La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est la suivante. Donc le dossier MDPH, le dossier comprend une partie administrative avec le projet de vie et un certificat médical qui peut comporter aussi des compléments pour les troubles sensoriels et tous les comptes rendus médicaux de l'enfant. Ce dossier est ensuite envoyé à la MDPH où l'équipe pluridisciplinaire va évaluer la situation, identifier les besoins de compensation, déterminer donc un taux d'invalidité et élaborer du coup ce qu'on appelle le PPC, le plan personnalisé de compensation. Ensuite, cette partie-là passe en commission de la CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui va rendre une décision finale sur un aspect financier, donc avec les différentes allocations, celle qui est pour les enfants, donc l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. On peut aussi, pour certains enfants, pouvoir avoir la prestation de compensation du handicap, la PCH, et pour le passage adulte, donc l'AH. Ensuite, elle va prendre toutes les décisions concernant les cartes. Maintenant, c'est la carte CMI, Mobilité Inclusion, qui comprend l'ancienne carte d'invalidité, la carte de stationnement et la carte de priorité. Les décisions vont être prises aussi au niveau de la scolarisation. S'il y a des besoins, des besoins spécifiques au niveau de l'accompagnement, donc l'AVS et les AESH, et les besoins spécifiques en matériel. Ça va concerner aussi ensuite toute l'orientation professionnelle, l'insertion professionnelle, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et tout ce qui est orientation médico-sociale, c'est-à-dire en IME, donc les établissements spécialisés. Le détail qu'il faut bien retenir aussi, c'est que le délai d'instruction de ce dossier est de 6 à 12 mois en fonction des départements. Ouais. Donc, pour parler plus spécifiquement de l'AEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, c'est une allocation qui est sans condition de ressources et qui est versée en fonction de la situation de la famille par la CAF ou la MSA. Il faut donc avoir un enfant qui réside en France et qui soit à la charge effective de l'allocataire. Il faut qu'il soit âgé de moins de 20 ans. Il faut qu'il y ait donc la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 80% ou plus, donc supérieur à 80%, ou entre 50 et 79% s'il fréquente un établissement spécialisé. La durée du versement varie en fonction des situations entre 1 et 5 ans.
Pour voilà, quelques informations, l'allocation de base, donc c'est 132 € par mois, et les compléments qui vont de 99 € à 1000, à un peu plus de 1000 €, avec une majoration pour les situations de parents isolés. Les critères donc, qui sont retenus pour le complément d'AEH sont la réduction et la cessation d'activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant concerné, éventuellement l'embauche d'une tierce personne et les surcoûts liés à la pathologie. Ici, on peut noter donc, tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ça peut être les protections urinaires, les alaises, le chat, les lingettes désinfectantes, des crèmes, des savons spécifiques ou l'achat en plus grosse quantité de vêtements pour les enfants et tout ce qui concerne les frais de déplacement ou les frais de garde pour d'autres enfants dans ces cas-là. Donc ensuite, on a la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est moins utilisée pour les enfants, mais pas à exclure non plus. Dans les situations rencontrées par le centre Marvu, elle est très peu utilisée, mais il faut quand même pouvoir en parler. Donc c'est aussi une aide financière qui cette fois-ci est versée par le département et elle permet de rembourser des dépenses qui sont liées à la perte d'autonomie cette fois-ci, avec différentes formes. Donc, on peut prendre en compte l'aide humaine, les aides techniques ou l'aménagement de logements, de transport. Donc ça, c'est plutôt dans d'autres handicaps spécifiques. Et ça peut être donc voilà une aide spécifique ou exceptionnelle et animalière. Donc ça dépend du degré d'autonomie, de l'âge de la personne et des ressources aussi et de la résidence de la personne concernée. Et cette prestation n'est pas cumulable avec l'AEH, dont on a parlé auparavant. Donc là, on va voir les aides qui sont et les prestations qui ne relèvent pas du coup des compétences de la MDPH. Donc le congé de présence parentale, donc c'est un dispositif. Dispositif qui permet à l'un ou aux deux parents de pouvoir réduire assez rapidement, donc réduire ou cesser son activité professionnelle pour les soins contraignants d'un enfant. Donc l'enfant doit être âgé de moins de 20 ans et il faut que la présence de son parent soit indispensable. La durée de ce congé est de 310 jours sur 3 ans maximum. Ce congé n'est pas rémunéré, mais peut être indemnisé en partie par la CAF et la MSA, par l'allocation journalière de présence parentale. Le parent donc, doit informer son employeur 15 jours avant le début du congé. Ça peut se mettre aussi plus rapidement en place dans certaines situations. Donc, il faut un courrier et un certificat médical qui atteste du coup de la particulière gravité de la maladie, la nécessité de la présence soutenue pour des soins contraignants et la durée de la présence nécessaire pour un parent. Ce congé peut être pris de façon continue ou en fractionné et là, ces derniers temps, il est question que la durée de 310 jours puisse se renouveler une fois avant la fin des 3 ans. Donc, on pourrait aller doubler ce nombre de jours. Donc, du coup, ce qui en découle de ce congé de présence parentale, c'est l'allocation journalière de présence parentale. C'est une prestation donc sans condition de ressources pour les salariés du secteur privé et public, les travailleurs non salariés également, les demandeurs d'emploi indemnisés seulement et les VRP ou les personnes en formation rémunérée également. Pareil, donc il y a toujours une partie administrative et une partie médicale avec la description de l'état de santé de l'enfant, où on doit préciser la particulière gravité de la maladie, la nécessité de la présence soutenue du parent pour des soins contraignants et la durée nécessaire. Cette allocation donc, est limitée à 22 jours par mois par famille et l'allocation journalière est de 43 € par jour et ça fait à peu près 964 € pour en tout au maximum pour une famille. Et elle est majorée également pour les parents isolés. Il peut y avoir aussi un complément pour frais de 112 € qui est pour le coup là soumis à condition de ressources de la famille.
Donc, le renouvellement est possible au-delà des 3 ans, donc pour une rechute ou une récidive, ou la gravité de la pathologie, et avant uniquement donc pour une nouvelle pathologie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est en train de changer pour cette partie-là. Et donc, cette allocation n'est pas cumulable avec l'AEH, le complément d'AEH, pardon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, également, donc, les aides liées à la scolarisation. Donc, il y a plusieurs, donc voilà, un enfant qui nécessite une scolarité adaptée. Il y a un parcours, il y a deux parcours différents. Un parcours qui relève de la MDPH, qui ne relève pas pardon, de la MDPH, c'est la scolarisation donc en milieu ordinaire, avec la possibilité, en tout cas c'est la demande est de pouvoir établir un projet d'accueil individualisé, un PAI. Donc voilà, c'est pour, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et pour l'aménagement d'examen, surtout pour les enfants qui auraient besoin, les enfants plus tard, donc les adolescents plutôt, pouvoir bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire pour les examens si c'est nécessaire. Il y a aussi dans ce parcours ne relevant pas de la MDPH, le SAPAD qui peut être sollicité, donc c'est le service d'assistance pédagogique à domicile, et c'est pour mettre en place une continuité de la scolarité quand le besoin est temporaire. Pour le parcours relevant de la MDPH, donc il y a deux possibilités. Il y a la scolarisation en milieu, pardon, en milieu ordinaire. C'est pour la mise en place de l'accompagnement d'un enfant en milieu scolaire, donc par les AVS ou les AESH, pardon. Ça peut être aussi pour les plus jeunes, donc le maintien en maternelle ou le recours à du matériel pédagogique spécialisé. Il y a aussi tout ce qui concerne les orientations dans les classes d'inclusion, donc les classes ULIS ou CLIS, SECPA et REA aussi. Et après, c'est toutes les scolarisations adaptées avec des orientations en CESAD ou IME, donc les établissements médico-sociaux, et l'enseignement à distance par le CNED si c'est des temps qui doivent être un peu plus longs. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur le PAI, parce que les enfants sont souvent concernés par ce projet d'accueil individualisé. Donc, il concerne les adaptations à apporter à la vie de l'enfant en collectivité. Donc, ça peut être dès la crèche ou donc les établissements scolaires, mais aussi les centres de loisirs. Donc, c'est un document qui est réalisé en concertation avec le centre de référence ou le médecin traitant, mais également avec l'établissement scolaire, le médecin scolaire et les parents. Et donc, dans les situations rencontrées plus particulièrement par le centre Marbu, les besoins spécifiques, ça peut être plus sur la quantité d'hydratation nécessaire pour l'enfant, le port des protections urinaires, l'utilisation des WC spéciaux, pouvoir sortir de classe quand l'enfant en a besoin et avoir du matériel à disposition pour l'enfant et surtout le nombre de sondages à effectuer sur le temps scolaire, le passage d'un professionnel, donc d'une infirmière ou d'un parent pour les sondages. L'AESH, donc c'est l'accompagnant d'élèves en situation de handicap qui remplace progressivement l'AVS, les filières de vie scolaire. Elles interviennent donc au titre de l'aide humaine de façon individuelle ou mutualisée. Elles accompagnent les élèves dans les actes de la vie quotidienne et l'accès aux activités d'apprentissage et de la vie sociale. Voilà. Un petit peu ce que je pouvais vous dire. Il y aurait d'autres informations à vous donner, peut-être aussi plus sur la transition et le passage à l'adulte, mais c'est beaucoup plus long. Bravo. Bravo. Super. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un sujet très, très important et plein de détails qu'on ne connaît pas très bien. Donc, on va vous mettre cette présentation sur le site web Marvu pour que vous puissiez le consulter tranquillement, même le proposer à vos patients également.
cet accès parce que c'est très important pour la prise en charge de ces enfants. On va changer de sujet et on va parler maintenant de l'ETIAS. L'ETIAS et le projet de l'ETIAS avec le Cohorté national sur l'ETIAS de Sistine. C'est bien ça? Ouais. Qui va être présenté par Annabelle Fleischer.